Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de Rust. Hier c'était Haskell, aujourd'hui Rust. Scala c'est mainstream, tout le monde en fait. Du coup on va parler de nouveaux langages, histoire d'être hipster jusqu'au bout. Je suis CTO chez Clever Cloud. Chez Clever Cloud, ce qu'on fait c'est qu'on automatise la prod. Et comme ça, au lieu d'avoir des gens qui font de la prod et qui font des erreurs, parce que les humains ils font des erreurs, nous on a des petits robots, ils font tout. Et du coup on automatise tout et c'est cool. Et quand il y a un problème, c'est moi qui suis réveillé en pleine nuit, pas nos clients. Du coup c'est plutôt sympa. On gère pas mal de techno. On gère pas mal de techno et c'est cool. Des databases, des trucs comme ça. Donc voilà, si vous voulez tester, en particulier si vous voulez tester pour déployer du Rust ou du Haskell sur Clever Cloud, venez me voir, je vais vous filer des coupons, des discounts, des trucs comme ça. Les plateformes les plus utilisées chez nous, c'est la JVM, ça va, Node et PHP. Et du coup, s'il pouvait y avoir plus de déploiements en Haskell, en Rust qu'en Go et via Docker, je serais personnellement très content, donc venez me voir. Anyway, c'est pas le point. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé chez Clever. C'est que tout le monde s'est mis à faire du Rust. Et c'est pas un talk si technique que ça, c'est pas un talk de découverte de Rust ou quoi que ce soit. C'est plus une vision du rôle de CTO chez Clever et de notre approche qu'on a sur les nouvelles techno. Bien évidemment, je suis toujours aussi actif pour poster sur Twitter, donc si vous avez des questions, des remarques, des insultes en allemand, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, à discuter du talk et des trucs comme ça. J'ai un blog que j'ai pas mis à jour depuis... je sais même plus, du coup. Et bien évidemment, je bosse chez Clever Cloud, on a un blog, on fait des trucs cool et tout. Et du coup, c'est quoi un CTO? Parce que moi, j'ai un gros problème. C'est surtout dans le monde des startups en France. On voit des annonces avec je cherche un CTO Ruby on Rails. Donc j'ai pas de CTO, mais j'ai déjà fait ton boulot, c'est génial. Et en fait, comme j'ai pas d'argent pour te payer, j'aimerais bien que tu bosses contre de l'argent imaginaire. Et ça, c'est un vrai problème. Dans le monde surtout dans le monde des startups, c'est que CTO, ça veut dire premier développeur pas payé en général. Et ça, c'est un petit problème. Moi, je suis arrivé comme CTO chez Clever. Il n'y avait pas de CTO avant, parce que c'était une petite équipe qui se connaissait bien. Et le rôle de CTO, il était tenu par Quentin Adam, qui a monté la boîte et qui avait la vision. Et moi, je suis arrivé quand l'équipe a grossi et qu'il y avait réellement un boulot de CTO à faire. Parce que des développeurs, ça, il y en a eu dès le début, mais un boulot de CTO, c'est pas un boulot de dev en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le taf de CTO, c'est un boulot de management. C'est con, hein, je ne me voyais pas en management si tôt, et pourtant. Donc du coup, je vais vous répéter des poncifs sur le management, mais en tant que CTO. Je ne vais pas faire que ça, hein, mais je vais commencer par ça. Moi, mon boulot en tant que CTO, c'est m'assurer que les gens soient alignés. C'est-à-dire que ils bossent de manière cohérente entre eux. Parce que on a des sujets techniques assez pointus. Et moi, je vais demander aux gens qui bossent dans mon équipe d'être à fond sur les sujets. Par contre, je vais leur enlever la charge de se dire attends, il y a machin, il est en train d'avancer, et du coup, nos deux projets vont se finir en même temps, du coup, ça va bien marcher. Et, je ne vais pas être bloqué une semaine à attendre que les dépendances dont j'ai besoin soient prêtes. Ça, c'est le gros de mon boulot, en fait, c'est garder une sorte d'œil de Moscou sur l'intégralité des projets et m'assurer que ils vont avancer suffisamment, les synchronisations vont être suffisamment bonnes pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit « Ah bah moi j'ai fini mon job, maintenant j'attends que machin ait fini le sien, et puis là on attend 2 semaines parce que la personne était partie sur un autre sujet. » Donc ça, c'est bête, hein, mais c'est juste... c'est le boulot d'un manager, hein, c'est vraiment s'assurer que les gens ils bossent efficacement et les aider pour ça. Après, chez Clever, on a une équipe, on va dire, assez autonome. C'était quand même un point important. Bon, après, on fait comme on peut, hein, mais l'outil principal que j'ai pour donner de l'autonomie aux gens, c'est pas de leur dire j'ai pris cette décision, maintenant fais.
C'est dire j'ai pris cette décision parce que ce qui m'importe réellement, c'est tel point et tel point. Et si jamais il y a quelque chose qui change et que je ne suis pas disponible parce que, par exemple, je suis en train de faire le clown sur scène à Scala.io, bah, je vais m'assurer que j'ai transmis mes priorités pour que les gens puissent arbitrer au besoin sans moi. Parce qu'un manager qui est dans le chemin critique de tout, bah, c'est pas très bien. Et ça me permet de donner énormément d'autonomie et de laisser faire des choix à tout le monde, et en particulier le choix des technos et des langages. Il y a deux, trois points où je vais être un peu plus chiant sur le choix du langage, et de toute façon on en discute, mais globalement, si le projet est pas trop gros et si pas trop critique, bah, je vais laisser le choix des outils aux gens qui vont utiliser les outils tout bêtement. Plutôt que de dire ah tu vas faire ça, moi je vais rien faire, mais je vais te dire comment tu vas le faire. Et dernier point sur le côté management, c'est être un facilitateur. Moi, je suis là pour enlever les obstacles, et je suis juste là pour permettre aux gens extrêmement brillants qui bossent avec moi de faire leur boulot sans avoir à trop se poser de questions. Et ça va être gérer les petites tâches. S'il y a quelqu'un qui est sur un sujet assez pointu, qui a une tâche con au milieu à faire, je vais prendre la tâche, la donner à quelqu'un, la faire moi-même, faire un truc, mais m'assurer que je ne vais pas aller interrompre quelqu'un qui est en train d'avancer sur un sujet important, parce qu'il y a une tâche urgente et courte à faire. J'essaye de faire en sorte que les gens n'aient pas à se poser de questions, qu'ils puissent bosser. Et puis s'il y a des questions difficiles, vu que c'est censé me retomber sur la gueule en termes de responsabilité derrière, j'essaye de prendre des décisions difficiles pour ne pas avoir à pousser des décisions dures sur l'équipe. Bon, ça, je pense que c'est le boulot de tout manager décent. C'est s'assurer que les gens bossent bien et aider les gens à bien bosser. Après, en tant que CTO, il y a effectivement quand même une petite composante technique. Ça, c'est pas forcément le boulot de CTO, mais on reste quand même une boîte de 15 personnes. On n'est pas une boîte énorme, et du coup, il y a un rôle d'architecte qui reste encore dans le boulot de CTO, même si c'est pas fondamentalement un boulot de CTO, mais on n'est pas 400, quoi. Et ça, l'idée aussi, c'est toujours de faire des décisions en équipe, ou en tout cas, si j'arrive à une décision, la partager et m'assurer que les raisons qui ont poussé à prendre une décision technique sont bien comprises par tout le monde. Parce que si on demande aux gens de respecter la lettre plutôt que l'esprit, en général, on arrive à trouver on finit toujours par tomber sur des manières extrêmement créatives de respecter la lettre de la loi tout en respectant assez peu l'esprit. Et du coup, il n'y a pas une décision technique qui est faite sans discussion et sans m'assurer que les gens arrivent. Je raconte tout ça pour donner un peu de contexte et genre voir où Rust se place. Mais il faut bien comprendre que moi, je ne dev plus trop. Mon but, c'est juste de m'assurer que tout le monde avance bien. Et d'être le moins possible impactant. Je déteste dire à quelqu'un fais ça, fais ci. Enfin, mon but, c'est de mettre en place une structure où les gens sont poussés naturellement à bosser dans le bon sens, et que j'ai pas à dire à quelqu'un arrête de faire ça et fais ça. C'est insupportable comme boulot aussi. Donc, petit historique chez Clever. Même si je suis on va dire un ancien de Clever, je ne suis pas arrivé à la création de Clever, je suis arrivé peut-être 2 ou 3 ans après. Le gros des choix techniques était déjà fait. Du coup, dans mon boulot, c'est pas que des décisions que moi j'ai prises, et c'est important, je pense, dans un boulot de CTO d'être capable de composer avec des décisions déjà prises, qu'on soit plus ou moins en accord avec. Et, voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la pile Clever, elle est très grosse. Moi, j'ai un petit impact à certains points, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus gros que mon boulot, en termes de décision, bien sûr.
Historiquement, c'est un gros Java Shop Clever, on l'oublie parce qu'on aime bien les langages des hipsters et on n'aime pas parler de ce qui tourne en fait, parce que bah, ça tourne, c'est un peu inintéressant. Mais le cœur de Clever, c'est du bon Java, du J2E des familles et tout. Et il tourne. Et bah, historiquement, en fait, Clever a une approche relativement microservice, pas parce que c'était à la mode ou quoi que ce soit, c'est que on a des contraintes de robustesse et que quand on gère un plateforme as a service, il y a certaines briques, genre le reverse proxy qui prend toutes les requêtes en front, bah, on aimerait bien qu'il ne plante pas si l'API qui permet de se loguer marche pas, quoi. Donc on a eu des microservices par nécessité opérationnelle avant tout. Il se trouve que ça fait du bien niveau code, mais c'était vraiment une nécessité opérationnelle. Et ce qui veut dire aussi qu'on n'était pas des ayatollahs du microservice non plus, au sens où l'API principal, c'est pas un microservice, c'est un gros service et on le découpe au besoin. Et voilà. Mais les microservices, pour nous, c'était vraiment avant tout une histoire de robustesse. Il y a eu des tentatives d'intégrer du Scala, j'étais même pas dans la boîte, moi j'étais le mec qui squattait les bureaux dans un coin, mais je poussais Scala quand même de l'extérieur. Et en fait à l'époque bah, ça n'a pas marché parce que le langage était jeune, l'équipe était pas mature, il y a eu tout un tas de raisons qui font qu'il y a eu un rollback. Donc en fait c'était à l'époque, vu la taille de l'équipe et l'ordre du monde, c'était plus simple de continuer à intégrer des trucs dans l'API principale en Java plutôt qu'aller faire des microservices en Scala. Il y a pas mal de Ruby en fait qui est utilisé comme langage de script sur les VM. Ça c'était un choix qui a été fait à l'époque qui était relativement cohérent. C'est l'idée de c'est le langage des sysadmins. C'est du scripting, c'est pratique pour manipuler un système et genre au moins c'est pas du bash quoi. Ça c'est un choix assez standard et mine de rien on a pas mal de Ruby. Même si on n'en parle pas trop, parce que c'est pas forcément le langage qu'on aime au plus profond de nous-mêmes, mais il y en a pas mal. On s'est mis à faire beaucoup de Node à une époque, incroyable, il y a du JS. En fait, le Node, il a servi à écrire un orchestrateur, donc oui, c'est possible d'écrire un orchestrateur autrement qu'en Go, incroyable. En fait, à l'époque, je n'étais même pas dans la boîte. À l'époque, il y avait eu un déploiement d'un truc qui s'appelle OpenStack. Vous connaissez OpenStack? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis du OpenStack en prod? Ok. Donc pour le son, je noterai un quasi désert de Malveille. Il y a une seule personne et ouais, je sens de la souffrance dans les yeux et on me dit que c'est pas resté en prod. Incroyable. Du coup, en gros, on a réécrit un orchestrateur qui a remplacé OpenStack chez nous en 2 semaines. Parce que voilà. En fait, à l'époque, Node, pour de l'événementiel, c'était vraiment la pile la plus simple. C'était l'époque où Play 2 existait à peine. Le support des WebSockets et tout, c'était des patchs qu'il fallait mettre à la main dans Native. Enfin, c'était en Java et puis il fallait faire des futurs Java. Enfin, le côté événementiel là-dedans, c'était un peu lourd. Et du coup, Node était un très bon fit. Et Node a aussi remplacé un peu de Ruby pour le scripting. En fait, maintenant, il y a toujours un Node qui traîne sur les VM. Les gens build le front avec Node et du coup, Node, c'est quasiment une dépendance système de base. Et du coup, vu que la VM est là, il y a deux, trois trucs de scripting système qu'on a fait en Node. Pourquoi pas. Et puis évidemment, il y a beaucoup de Scala. Je pense qu'on a une image de boîte qui fait pas mal de Scala. En gros, Scala, c'est toutes les briques web nouvelles, quoi. Il y a la Core API en Java. Et à peu près toutes les API tierces, on les fait en Scala. Sauf qu'à particulier, on a l'intégration GitHub, par exemple, on l'a fait en Ruby parce que OctoKit fourni par GitHub en Ruby, c'est bien, quoi. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut
On peut découper les technos, on a une vraie vision polyglotte chez Clever, c'est un truc sur lequel on ne transige pas. Et je pense que c'est pour ça que les plateformes microservices où il faut utiliser un seul langage, je trouve ça non seulement stupide, mais aussi dangereux. Bam, dans votre gueule. Donc, maintenant, on a pas mal de Rust en fait. Et la question que j'entends tout le temps, mais vous faites plus de Scala? Bah si, on fait toujours du Scala, mais le Scala ça marche quoi. Et puis Rust, on s'en sert pas pour faire du web, donc besoins différents, technologies différentes, tout bêtement. Bon, et puis comme je suis CTO et que j'ai plus le temps de coder, quand j'ai le temps de coder, bah, je m'amuse, alors je fais du Haskell. Ou alors je m'amuse pas et je fais du Go, mais ça va pas durer bizarrement. 2 projets en Go et puis pouf, plus de Go. Incroyable. Alors, là je viens de vous faire une liste à la Prévert d'à peu près tous les langages. Ça pourrait sembler un peu inefficace et en mode ah tiens, il s'amuse avec tout coder, ça a l'air d'être du temps perdu et tout. Et bien en fait non, on est très efficace et on bosse super bien. En vrai, tout ça, déjà ce que je vous ai listé, c'est des trucs qui se sont produits sur 6 ans quoi. Et puis c'est souvent des nouvelles briques. Et de toute façon, bah, les briques sont suffisamment petites pour qu'une réécriture d'une brique, ça soit pas genre un projet. Genre, il y a des nouvelles choses à faire dans cette brique. Les choix techno qui ont été faits, bah, ils sont plus en accord avec les contraintes qu'on a maintenant. Alors bah, peut-être qu'on va revisiter le choix du langage. Mais réécrire une brique qu'on connaît bien, ça va vite. Hein. Enfin, c'est l'écriture initiale qui est compliquée parce qu'il faut transformer ce qu'on a dans notre tête en code qu'une machine comprend. Et du coup, il y a tout un tas de décisions à expliciter en code. Mais une fois que c'est fait la première fois, il y a quelques briques qu'on a réécrites assez rapidement. Par ailleurs, on n'a jamais réécrit une brique pour le plaisir parce qu'il y avait un langage qui était mieux, quoi. On trouvait que c'était cool. Typiquement, une des briques centrales de Clever, le truc qui décide où démarrer les VM et ainsi de suite, c'est un truc codé en Java qui fait du multithreading et qui prend des décisions en flux basées à base de thread et de synchronize. C'était la bonne techno à l'époque et oui, évidemment, si j'avais à le coder maintenant, je pense que je ferais un bidule en AK stream ou un truc dans le genre. Mais la brique, elle marche et pour l'instant, on va pas la réécrire dans le shiny new language parce que ça nous fait marrer. Il y a plein de briques, je les aurais pas codées comme ça, mais elles marchent, alors on n'y touche pas. On les fait vivre, hein, mais voilà, enfin. C'est aussi l'avantage d'une archi microservice, c'est que on a le loisir de tester des nouvelles technos sur des trucs complètement compartimentés. C'est pas genre aujourd'hui on va tout réécrire quoi. Donc non, on n'arrête pas ce cas-là. Ce cas-là, ça marche très bien sur le web, on est très content. J'ai fini par me faire aux nouvelles versions de Play avec l'injection de dépendance et tout. Juste avec HTTP, j'ai du mal. Et du coup, non, Rust, en fait, on s'en sert pour faire des petits programmes standalone avec un binaire, ils n'ont pas d'empreinte mémoire et tout. Et là, vous allez me dire, si vous allez me le dire, pourquoi pas Go? Go, c'est le langage pour faire des outils comme ça, en plus, c'est cool. Il se trouve que j'ai pensé comme vous. Je me suis dit, là, j'ai des petits outils, du tooling à faire en local sur les VM, je vais faire un projet en Go, c'est fait pour. Et quelle ne fut pas ma tristesse. Il y a rarement un langage qui me fait me sentir aussi misérable quand j'écris que Go. J'ai l'impression d'être bête, que l'univers est bête, que tout va mal. C'est insupportable. Je passe mon temps à me dire, tiens, si je faisais comme ça, et puis, ah non, il faut que j'explique à Go que filtrer une map, en fait, c'est compliqué. Pourquoi mettre ça dans la lib standard? On va faire une boucle for et on va pousser des éléments dans un tableau. Enfin, c'est en permanence de la déception. Et en fait, ce qui est super drôle, on va dire, c'est que le joyau de la couronne du design de Rust, c'est la gestion mémoire. C'est-à-dire que le compilateur, il est super fancy et il va statiquement, au moment de la compilation, il va décider du cycle de vie toutes les variables et gérer les allocations et les désallocations. Ça, c'est genre le truc de Rust, c'est la grosse feature. Et c'est précisément absolument pas la raison pour laquelle j'utilise Rust en fait. J'utilise Rust
parce que le tooling il est bien, parce que Cargo qui permet de gérer les dépendances et de compiler le truc, ça marche. Ça se package bien. En fait, j'utilise Rust parce qu'il répond bien au truc auquel Go est censé bien répondre en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas de GC, que ce soit des types linéaires et tout, rien à foutre. C'est juste un des avantages secondaires du langage est tellement bien que j'ai même pas besoin de répondre aux besoins primaires. Alors, chez Clever, autant déployer une appli web, c'est pas un problème, on fait git push, ça part sur la plateforme, pouf, ça build, ça marche, c'est pas un souci. C'est pour ça que les histoires de est-ce que le déploiement est facile ou pas pour les piles web, c'est pas vraiment un gros problème. Par contre, nous on a des besoins d'outiller les instances des clients qui tournent. On a des VM qui démarrent et puis il y a des trucs à faire. Par exemple, une VM qui fait tourner une VM, on va avoir un truc qui va tirer un backup et l'envoyer en flux dans notre équivalent S3. Ça, c'est un petit outil. On a un truc qui va mettre à jour la conf du VPN, qui va refresh certains tokens, des trucs comme ça, c'est des petits outils. Mais pour le coup, ce n'est pas le truc principal de la VM. Le truc principal de la VM, c'est l'application du client. Nous, on veut des trucs simples à déployer comme ça. Et ça, Rust, ça correspond assez bien au truc. Après, voilà, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on peut considérer comme un langage système, c'est-à-dire que Rust, c'est finalement assez bas niveau. Il y a une FFI qui marche bien avec le C, c'est-à-dire qu'on peut dire à Rust, telle structure de données, tu la structures en mémoire comme si c'était une structure C, comme ça on peut échanger avec du code C assez simplement. On a une performance extrêmement prédictible parce qu'il n'y a pas de garbage collection et des choses comme ça. Et ça nous sert dans un projet qui est notre reverse proxy. Donc là, effectivement, on a besoin de perf. Mais c'est pas le seul atout du langage, en fait. C'est juste un langage moderne et il marche bien. Et du coup, en ce moment, nos deux grosses piles techno, c'est Rust et Scala. Soit c'est du web, a priori, c'est du Scala, soit c'est un truc embarqué sur une VM et c'est du Rust, tout bêtement. Et ce qui est vachement bien, en fait, c'est que finalement, ma manière de coder, elle va être extrêmement proche dans les deux langages. Alors qu'il y en a un, c'est un langage fonctionnel, enfin, un langage plutôt orienté fonctionnel qui tourne sur la JVM, et l'autre, c'est un langage système complètement impératif. Mais en fait, il y a finalement pas mal de points communs. Vous m'avez peut-être entendu dire des trucs sur que le TDD comme Type Driven Development, bien évidemment, c'est cool. Et l'idée, c'est toujours la même, en fait, c'est utiliser le système de type pour que les états invalides ne soient pas représentables. Et s'ils ne sont pas représentables, du coup, on n'a pas à les gérer parce qu'ils ne peuvent pas exister. Du coup, c'est plutôt pratique. Et du coup, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on inclut en fait dans le système de type et qu'est-ce qu'on est capable de modéliser avec le système de type. Dans le cas de Rust, l'idée, c'est de pousser le système de type jusqu'aux allocations mémoire et aux accès concurrents pour éviter les data races. Mais après, dans la vie de tous les jours, moi je fais quoi? Je fais des types de données algébriques, je modélise ma donnée. En ce cas-là, on a nos case class, on a nos still traits pour faire les énumérations, enfin, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc standard quand je fais du Scala, c'est je regarde mon problème et je tape des types qui représentent mes données. En Rust, en fait, globalement la même chose. Hein. On a des structures. Et c'est encore mieux que les case class dans ce cas-là, c'est qu'une structure, on n'a pas le bloc optionnel après pour mettre des méthodes. Donc, on est vraiment encouragé, genre même syntaxiquement, la structure, c'est la structure, on ne va pas lui mettre du comportement. Et il y a des structures avec ce qu'on appelle, je ne sais plus, des tuple, name tuple, des trucs comme ça. C'est par exemple un triplet RGB. L'idée, c'est que l'ordre suffit à donner des infos. C'est pratique. Et puis on a les énumérations, donc comme en Scala. Là pour le coup c'est un support direct dans le langage plutôt qu'un bricolage. Il y a un truc tout bête qui est très pratique, c'est que les constructeurs
exactement ce que je racontais hier en fait sur Haskell, hein. Les constructeurs, ils sont namespacés par l'enum, ça c'est pratique, et c'est pas des types, comme en Haskell. Et une fois qu'on a nos ADT, on fait du pattern matching, rien de bien folichon, et on a exactement la même en Rust. À la subtile différence que en Rust, quand vous oubliez un cas dans votre pattern matching, c'est une erreur de compilation et pas un warning. Pas plus mal. On a des traits en Rust. Bon. Ça se voit pas trop, ouais. Les colorations syntaxiques sont compliquées. Et ben en Rust, on a la même chose en fait. On a un trait avec des fonctions soit implémentées, soit des fonctions abstraites qu'il va falloir implémenter. Et il y a pour avoir un peu l'équivalent des méthodes, en fait, on peut déclarer un trait qui a le même nom que la structure. Et du coup, ça va fonctionner comme une méthode. Alors, soit il y a pas self en argument et c'est un peu l'équivalent d'une méthode statique. Donc, le new en Rust, ça va être l'équivalent du apply sur le companion trait. En ce cas-là, c'est vraiment le constructeur, quoi. Et pour les plus pythonistas d'entre vous, vous serez ravis de voir que pour faire des méthodes, en fait, on passe l'instance en paramètre, en premier paramètre. Donc voilà. Et ça permet de faire des trucs comme ça. Donc là, moi, mes outils de base, mes case classes, enfin mes ADT pour représenter la donnée et mes traits pour représenter le comportement, c'est globalement la même en Scala et en Rust. Et le truc cool en fait, c'est que les traits de Rust, ils correspondent plus à des type classes qu'à des traits. Donc la type class, si vous ne connaissez pas encore, c'est un outil super fondamental en Scala. C'est un truc qui permet de déclarer le comportement, comment un type implémente un comportement à la fois en dehors du type et à la fois en dehors du comportement lui-même. Donc niveau extensibilité, c'est extrêmement intéressant. Donc là, en gros, c'est un trait qui dit je sais parser mon résultat depuis une chaîne de caractères. Et ensuite l'implémentation pour le type booléen. Et là, pour le coup, comme en Haskell, il y a un mécanisme de dérivation automatique des type classes. Du coup, il y a des type classes fournis par le compilateur, l'affichage de debug, l'égalité, des trucs comme ça. Ça, c'est directement gérable par le compilateur, en fait. Le compilateur génère les instances. Là où en Scala, en général, on appelle une macro et pouf, ça fait la magie, quoi. Mais ça revient à peu près au même. Et il y a un truc qui s'appelle Custom Derive qui permet de définir des macros pour dériver automatiquement les trucs. Ça, c'est vachement employé par les bibliothèques de sérialisation. Genre, il y a un truc qui s'appelle CRD qui permet de... CRD, c'est genre la bibliothèque pour faire de la sérialisation, des sérialisations Rust. Et elle permet de dériver automatiquement du comportement à partir de la structure. Ce qui est assez pratique. Et à la différence de Scala, comme les enums, ça fait vraiment partie du langage. En fait, les enums sont extrêmement bien supportés. Là où en Scala, en général, autant la dérivation auto à partir de case class, ça marche très bien. Autant les seal traits, c'est plus compliqué en général. Après, avec tout l'outillage de Shapeless et Scala Meta, ça change, mais c'est pas toujours été le cas. Et on en arrive au truc que j'utilise le plus, c'est la macro unimplemented. C'est, vous servez souvent du triple point d'interrogation en Scala? Vous devriez. L'idée, c'est de dire, je définis mes signatures de méthode. Si vous voulez avoir l'air un peu fancy, vous dites, je définis mon algèbre. Du coup, vous définissez tous vos types. On s'en fout de l'implémentation. Pour l'instant, on vérifie que les types s'alignent, tout va bien. Et en Rust, on fait pareil. Donc c'est franchement bien parce que je suis vraiment dans le même mode de pensée en fait quand je développe en Rust et en Scala. C'est genre, je définis mes comportements et puis ensuite j'implémente petit à petit une fois que le compilateur m'a dit que tout ce que j'avais dit s'alignait bien. On a un type result qui est un peu comme Either. Sauf que la valeur est à gauche et pas à droite vu qu'on n'a pas d'application partielle des constructeurs de type. Bref.
Depuis 2.12, Heiser étant biaisé à droite, merci Simon, c'est cool, on peut faire ça. On n'a plus besoin de faire les disgracieux.write à la fin des trucs. En Rust, on a à peu près un truc équivalent, syntaxiquement qui est plutôt contestable, mais qui est bien pratique. Vous voyez, vous collez un petit point d'interrogation, et ça fait comme un for en fait. S'il y a une erreur, ça short-circuit et ça renvoie le failure de l'erreur. C'est assez pratique, ça s'utilise comme ça peut même s'utiliser inline en fait, donc pour éviter d'avoir à définir des valeurs intermédiaires. Alors, à vue de nez comme ça ressemble un peu au for, à la différence complètement fondamentale que c'est pas for, c'est pas une réécriture qui met du flat map et tout. C'est défini uniquement pour les erreurs. C'est quand même un peu plus limité que ce que fait FlatMap, mais c'est quand même bien pratique, ça nettoie le code grandement. Par exemple, ça évite d'avoir à mettre partout if r égale nil, pour ne pas citer un langage que je n'aime pas. Et il y a un autre truc qui est assez pratique, c'est que si vous avez des types de retours qui renvoient des erreurs différentes, en fait, le trait à implémenter pour que le point d'interrogation marche, il inclut une transformation du type d'erreur associé au type d'erreur standard de Rust. Donc si vous avez des appels qui envoient des types d'erreurs différents et que vous ne traitez pas l'erreur structurellement sur place, en fait, en mettant le point d'interrogation, il va automatiquement mapper l'erreur pour avoir des types de retour d'erreurs cohérents et faire le boulot. Parce que le for, si vous avez des types d'erreurs différents, par exemple, en ce cas-là, ça ne va pas marcher. Là, ça inclut ce truc-là. Je n'étais pas ultra chaud au début, mais en pratique, c'est extrêmement pratique. Parce qu'en Rust, le type d'erreur, c'est une string, heureusement, personne ne le fait. Donc les erreurs, c'est toujours des énumérations. Enfin, les erreurs sont vraiment bien structurées en Rust. Plus que dans pas mal de codes Scala que j'ai vu où on a tendance à foutre string en type d'erreur et puis pouf. Voilà, j'avais une info structurée, bam, j'ai mis une chaîne de caractères. Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, c'est pratique. C'est franchement pratique ce truc-là. Et du coup, on n'a toujours pas vu de code fonctionnel, alors que je vous ai dit que je bossais de la même manière en Scala et en Rust. En fait, le fonctionnel en Rust, désolé, mais c'est pas ultra drôle. En fait, on l'oublie trop souvent, mais un des breakthroughs de Lisp, il y a quelques décades, c'était la garbage collection. C'est ça, enfin, c'est quand même un des trucs fondamentaux qui permettait d'avoir un aspect aussi fonctionnel que Lisp a apporté. C'est que la garbage collection, ça permet de faire du code finalement assez fonctionnel. Du coup, les structures de données persistantes en Rust, c'est assez galère en fait. Parce que d'une part, c'est pas le but du langage, et d'autre part, faire entrer ça dans un modèle d'allocation mémoire déterminé statiquement, c'est assez chaud. Et je vais vous dire un truc assez affreux, le répétez pas et dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Mais du code impératif en Rust, ça se passe très bien. Et ça se passe même mieux qu'en Scala. Je m'explique. Donc en Scala, on dit toujours la mutabilité, c'est mal et tout. Et puis quand on veut avoir l'air un peu plus intelligent que les autres et adopter une posture réfléchie de quelqu'un qui n'est pas idiomatique, on dit non, mais en vrai, on peut faire de la mutabilité à l'intérieur des méthodes, donc ça ne se voit pas. C'est bon, en fait, ce qui est mal, c'est le shared mutable state, mais la mutabilité locale, il n'y a aucun problème, allez-y. Et du coup, en ce cas-là, on se retrouve à avoir, par exemple, notre type list qu'on utilise tous les jours, qui est backé par un truc mutable. Et parfois, quand vous faites les incantations dans le bon sens, vous avez un type qui est immutable. Mais en vrai, il y a de la mutabilité qui ressort parce qu'au fin fond, il y a de la mutabilité. Et parce que ce cas-là n'a pas l'outillage pour traquer la mutabilité. En Rust, à partir du moment où on mute une variable, le compilateur a prouvé qu'on était le seul à y accéder. Donc en fait,
Là, c'est le compilateur qui nous autorise à faire de la mutabilité quand on est seul à regarder. Ce qui est un cas tout à fait honnête pour faire de la mutabilité. Et en pratique, ça marche. J'ai fait de la mutabilité, c'est le compilateur de Rust qui m'a empêché de faire des erreurs liées à la mutabilité. Donc les bugs que j'ai avec la mutabilité en Java, en Scala, quand j'en fais, mais c'est rare, bah en fait en Rust, ils ne peuvent pas se produire parce que le compilateur vérifie qu'on fait de la mutabilité dans le bon sens. Et ça, c'est vachement cool. Et je me surprends à faire du code impératif de manière totalement assumée en Rust. Et moi, j'y croyais pas, mais ça marche bien en fait. Enfin, si vous faites du Rust, vous verrez, vous ferez des algos impératifs et bah, ça passera en fait. Il y a un autre truc qui est chaud, c'est les closures. Parce qu'en fonctionnel, on utilise quand même des fonctions assez souvent. Et très souvent, en fait, on va avoir des références à l'environnement. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on construit nos fonctions. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle une closure, c'est qu'on fait une clôture syntaxique pour parler français. Et du coup, on fait référence à des choses. Et ça, au niveau allocation mémoire, c'est ultra galère parce que bah, la fonction, on ne sait pas qui va l'appeler et quand. Et du coup, les variables qui est référence, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut les désallouer. Ça, c'est chaud. Et du coup, les closures, ça marche dans les cas simples. Genre map, les trucs comme ça, ça marche bien. Mais dès qu'on veut faire des trucs un peu fancy où on se sert de l'environnement, c'est tout de suite un peu plus galère. Et au niveau async, là, c'est pas fondamentalement lié à Rust, c'est juste que c'est encore un peu jeune. Là, pour l'instant, pour faire du vrai async, la solution, c'est un truc qui s'appelle Tokyo. Et en gros, c'est à vous de démarrer votre event loop et faire des trucs. Ça va peut-être changer dans le futur, mais il faut se panner une event loop et c'est pas forcément très drôle. Ça bouge encore beaucoup. Voilà, si vous avez de l'async à faire en Rust, vous cherchez Tokyo, et là vous avez tout un écosystème async, et c'est un écosystème qui bouge encore, et je pense que là il y a encore un tout petit peu de maturité à trouver. Bon, il y a des futurs en Rust, mais clairement, c'est pas les mêmes futurs qu'en Scala, au sens où les futurs en Rust, c'est plutôt du pool en fait. C'est au moment où on va aller chercher le résultat, enfin au moment où on va dire je suis intéressé par cette future, que ça va remonter la chaîne d'appel asynchrone. Là où en Scala, quand on crée la future, le traitement est lancé. Donc si on ne fait pas gaffe, on se retrouve rapidement à avoir des branches de code qui ne sont pas exécutées parce que pour une raison X ou Y, personne n'en a eu besoin et voilà. C'est encore piégeux. Ça va se passer et voilà. Mais là, c'est un truc qui est un peu jeune. Et par ailleurs, de la même manière que de la mutabilité, grâce au système de type de Rust, faire des threads tout bêtes. Alors pour faire des synchronisations complexes, c'est chiant, mais on n'a pas les problèmes standards associés au thread qui est, encore une fois, du shared mutable state. Donc ça, c'est un truc qui est vachement bien avec la gestion mémoire de Rust. C'est même pas pour la perf, en fait, c'est juste que ça permet d'éviter des erreurs bêtes parce que tous les problèmes liés à la mutabilité et tout, en général, c'est y a quelqu'un qui a écrit quelque part alors que je ne pensais pas qu'il pouvait. Et ça, c'est un truc que le type system de Rust empêche explicitement. Si on écrit sur un endroit, le type system, avant de nous laisser faire ça, il a prouvé qu'on était le seul à avoir accès à cette variable. Et une fois qu'on a écrit, là, on peut partager la variable. Mais au moment où on écrit, on est les seuls à pouvoir écrire. Il y a un autre truc aussi, c'est que les génériques en Rust, ça marche bien. Mais il y a pas mal de restrictions à cause de l'unboxing. Autant en Scala, c'est facile, il y a une GC, donc sur la stack, on a notre référence et puis pouf, basta. En Rust, dès qu'on est sur la stack, le compilateur, il faut qu'il sache combien de bytes en mémoire le truc va prendre. Et du coup, tous les trucs un peu abstraits à base de génériques, il faut que le compilateur soit capable de calculer des trucs et ça limite les choses. En particulier, une des grosses limitations qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir d'inférence de type de retour. Ça, c'est un truc qu'on fait très régulièrement en Scala.
quand on fait, typiquement, on fait un from JSON. Non, c'est Impletrate. Quand on fait un from JSON, dans ce cas-là, on va utiliser l'inférence de type de retour pour déterminer en fait quel code va être exécuté. En Rust, on n'a pas encore ça. Et en tout cas, on n'a pas encore ça sur typiquement dès qu'on renvoie une valeur sur la stack. Du coup, on est obligé de boxer un peu partout dans ce genre de cas parce que le compilateur ne peut pas être polymorphique là-dessus. Encore. Donc voilà, il y a tout un tas de RFC, le boulot avance. Impletrate, ça va être la feature. Ça fait environ 6 mois que j'entends « Ouais, mais t'inquiète, quand tu auras Impletrate, là, le code, il sera plus propre. » Voilà, c'est des restrictions à garder. Elles sont pas si chiantes que ça en pratique, mais si vous dites « Tiens, Rust, c'est un langage moderne, je vais faire exactement comme en ce cas-là », vous allez juste être déprimé. Et il n'y a pas de higher candidate types, c'est-à-dire il n'y a pas de monade. Il y a un besoin et une envie. Il y a une RFC qui a été acceptée il y a quelques semaines, qui est le premier pas pour ça. Donc, c'est un boulot in progress, mais il n'y a pas encore. Alors, vu que higher candidate types, c'est un mot qui n'est pas très clair, je vais prendre le temps de l'expliquer. Enfin, de l'expliquer assez rapidement. Mais, vous avez déjà vu ça en ce cas-là, le bidule avec un underscore entre des crochets? Ça, en fait, le kind c'est ce que le type est aux valeurs. En fait, le kind, c'est le type du type. Donc, par exemple, string, c'est un kind de ce qu'on va dire étoile, c'est un type concret, c'est une valeur. Functor, c'est un type constructeur. Par exemple, une liste, c'est pas un type. Une liste, c'est ce qu'on appelle un type constructeur. Et le higher candidate type, c'est pour faire des types d'ordre supérieur, c'est-à-dire, enfin de kind supérieur. Par exemple, là, ça va être ma fonction map, elle va prendre entre guillemets en paramètre f, qui est lui-même un type, comme une fonction d'ordre supérieur qui prend une fonction en argument. Là, c'est un type qui prend un type constructeur en argument. Et c'est ça qui nous permet de modéliser les foncteurs, les monades, toutes ces abstractions super cool. Eh bien, c'est pas encore dispo en Rust. Globalement, tout ce qui est spécialisation, unboxing, ça rend le truc assez difficile. Et c'est con, mais le truc qui m'embête le plus avec Rust, c'est les chaînes de caractères. En fait, je sais pas, je sais qu'il y en a parmi vous qui font du Haskell, mais quand on débarque en Haskell, on se dit « Ah, alors il y a le type string. Non, celui-là, le type string, c'est mal, il ne faut pas l'utiliser. » Et ensuite, on nous donne une liste d'environ 12 types différents qu'il faut utiliser. Et c'est con, c'est une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères. Mais après, en fait, en pratique, la distinction que fait Haskell est tout à fait pertinente parce que y a des byte strings où c'est plus du texte, enfin c'est du binaire sous forme, enfin c'est juste du binaire, il n'y a pas d'histoire d'encodage, de trucs comme ça. Et ben en fait, en Rust, c'est encore pire parce que non seulement on doit s'intéresser au contenu, mais aussi à comment il a été alloué. Par exemple, static str, ça c'est une chaîne de caractères que vous avez mis en dur dans votre programme. Elle est en dur dans l'exécutable et du coup, il n'y a pas à l'allouer, elle est statique. End str, c'est une slice. C'est une chaîne de caractères qui a été allouée par quelqu'un d'autre. Nous, on nous la passe. Type string, ça c'est un type string que moi j'ai alloué, que je peux balader. Et puis après, il y a le tableau du bit. Ça, c'est un tableau avec des bytes. Là, c'est plus la byte string. Mais je peux avoir un tableau à taille fixe. Le compilateur, il sait à l'avance que j'ai 4 bytes. Ou alors, je peux avoir un vecteur qui est une collection de bytes. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un type string, mine de rien, je sais que c'est mal, mais on s'en sert quand même beaucoup dans la programmation de tous les jours. Et ça fait bizarre de se poser des questions sur genre, comment je concatène des strings. Enfin, on a vraiment l'impression de revenir un peu en arrière. Et du coup, c'est très frustrant. C'est pas grand-chose, hein, ça va vite. Maintenant, j'ai plus trop de problèmes avec ça, mais au début, c'est vraiment frustrant de se poser des questions genre, c'est une chaîne de caractères, comment je vais faire ça? Vraiment l'impression de revenir à zéro. Et c'est normal, hein, le type system, il vérifie plus de trucs, alors du coup, on va rejeter plus de programmes valides. La dure réalité des type systems, c'est que
pour avoir des garanties, on va être obligé de refuser des programmes qui sont pourtant valides mais qu'on n'arrive pas à prouver. Et voilà, c'est un trade-off hein, comme à chaque fois. Oula, je suis là bon. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre à Rust? Je vais vous dire oui, bien sûr. Honnêtement, pour apprendre, c'est vachement bien. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que comme c'est un langage moderne, il y a plein de features de langage moderne que je n'avais vu jusqu'à présent que dans les langages fonctionnels, parce que apparemment, les langages non fonctionnels ont à peu près rien à foutre de ce qui se passe dans la recherche. Et du coup, les ADT, les trucs comme ça, c'était que dans les langages fonctionnels, alors que ça n'a rien de particulièrement fonctionnel. Et utiliser toutes ces features dans un contexte impératif, c'est extrêmement intéressant. Donc, voilà. Ça permet de faire du bas niveau sans avoir peur. Par exemple, le reverse proxy de Clever, le parseur HTTP, c'est moi qui l'ai codé. Et l'idée d'avoir un truc en prod qui parse du HTTP en C écrit par moi, c'est totalement inacceptable. J'arriverai pas à vivre avec ça. Là, j'ai aucun problème à me dire qu'on va mettre Sozu en prod avec un parseur écrit par moi. Parce que faire du bas niveau en Rust, en fait, c'est vachement plus abordable et c'est beaucoup moins piégeux qu'en C. Et je pense que dans la salle, on est tous, pour la plupart, on est tous plutôt des gens qui codent sur des langages d'assez haut niveau, on va dire. Moi, j'ai toujours considéré le monde du bas niveau comme un truc super scary et tout. En fait, en Rust, ça se passe très bien. Alors bon, faire des langages pour apprendre le week-end, c'est cool. Mais la question, c'est comment faire au boulot. Pour du web au boulot, alors ça c'est mon expérience, mais je vois pas trop l'intérêt quand on maîtrise un langage haut niveau. Et aussi parce que je dispose d'une plateforme de déploiement automatique pour tout. Donc j'ai pas des grosses contraintes de déploiement et tout sur du web. Donc voilà. Il y a des trucs cool en Rust pour faire du web, c'est encore un peu neuf, mais c'est juste. Là, pour le coup, j'ai pas besoin parce que je peux déployer du Scala très simplement et du coup, là, je vois pas encore l'intérêt. Par contre, si votre serveur web il doit tourner sur une machine outil pour exposer des trucs, là, ouais, Rust, là, c'est plus intéressant. Un autre cas d'utilisation, c'est vous avez une API C, vous voulez l'exposer en web. Plutôt que faire du JNI et être triste, vous la wrappez dans du Rust, vous avez un petit serveur web expressif et c'est quand même plus sympa. Dans ce cas-là, on le fait moins parce que on peut aller taper dans du Java un peu impératif pour faire de la perf, mais dans le monde des langages interprétés, on a toujours tendance à tomber dans du C pour faire de la perf. Là, Rust, c'est un bon setup. Voilà, c'est simple. Franchement, personnellement, j'ai aucun intérêt à faire du Go parce que Rust répond mieux à Go que les besoins exprimés pour Go. Chacun ses choix, hein, mais clairement, je sens que je vais me faire emmerder avec celle-là. Et un autre truc cool, qui n'est pas encore prêt du tout, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle WebAssembly qui est tout à fait excitant. C'est un truc qui est dans tous les browsers maintenant et qui permet d'exécuter du code bas niveau. Et en gros, ça permet de déployer un peu du code compilé sur le navigateur sans avoir à compiler vers du JavaScript. Et ce truc-là, n'ayant pas de garbage collection, et du coup, c'est la responsabilité du code de gérer sa mémoire, Rust, c'est un excellent outil pour faire ça. Et il y a un plutôt bon support. Donc si vous avez envie de mettre du code métier un peu haut niveau, vous pouvez aussi le faire en Rust. Et là, pour le coup, ça va tourner en WebAssembly et ça va être cool. J'en ai absolument aucun besoin personnellement, mais je pense que ça va être simple. Donc voilà. Rust, c'est cool. Il y a plein de features modernes. Il ne faut pas que ça vous fasse oublier que c'est quand même un langage système et qu'il n'y a pas de GC et que c'est un trade-off et il y a des choix qui viennent avec ce trade-off. Donc débarquez pas sur Rust en disant je vais faire du Scala mais sans GC, du coup ça va être perf. C'est un autre langage, il faut l'apprendre. Mais franchement, les trade-offs ils sont sympas et je m'en sers malgré mon cas d'utilisation principal de Rust, c'est malgré le fait qu'il n'y ait pas de GC en fait. C'est juste que le tooling et le langage est tellement bien foutu et tellement agréable que je m'en sers pour ça et pas pour le système mémoire.
Vous pouvez faire tourner des API web en Rust sur Clever Cloud. Encore une fois, si vous voulez le faire, venez me voir. Je vous filerai des discounts parce que c'est bien. Si on a le temps pour des questions, c'est cool. Et sinon, comme vous voulez. Ouais. Par rapport à Go, les channels, c'est assez simple à utiliser par concurrence. Est-ce que c'est encore plus simple en Rust la concurrence? Alors la question c'était, en Go, il y a les channels pour faire de la concurrence. En Rust, non clairement. Il n'y a pas de green trading en Rust, donc pour l'instant, pour faire vraiment de la concurrence comme ça, il faut faire des trades. Il y a des fonctions de channel, mais pas aussi intégrées que Go. Et pour faire de la sync event loop, il y a Tokyo. C'est encore un sujet où Rust est jeune. Par ailleurs, en pratique, ayant utilisé les Go routines et tout, j'ai trouvé ça cool au début, mais en pratique, c'était vraiment la galère. Et ça règle, c'est pas un modèle qui règle beaucoup de problèmes concurrents en fait. Ça fait du code simple à écrire, mais ça corrige très peu de problèmes inhérents à la concurrence qui font des programmes qui marchent pas en fait. Ouais. Oui. En ce moment, tu as environ 12 employés, mais si mettons ça passe à 100 employés, tu n'as pas peur de perdre le contrôle avec le nombre de langages? Alors la question c'est, pour l'instant Clever, il y a une douzaine ou une quinzaine de personnes. Quand la boîte passera à 100 employés, est-ce que j'ai pas peur que ça soit difficile à gérer? Effectivement, j'aurai sans doute une approche différente quand il y aura 100 personnes. À ce sujet, il y a un article écrit par quelqu'un de chez Twitter qui s'appelle Let a thousand flowers bloom and repeat all but one, qui est sur, au début à Twitter on a fait plein de trucs et puis au bout d'un moment on était gros et là on a fait des choix plus forts. J'aurais sans doute ce choix à faire, mais pas tout de suite. Ouais, au fond. Alors, est-ce que l'écosystème de Rust est développé? Ouais, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une semaine, le nombre de packages sur crates.io a dépassé le nombre de packages sur Hackage. Et ça a rendu des gens très tristes. Non, l'écosystème est bien. Il est encore jeune, donc il n'y a pas tout le temps toutes les libs, mais il y en a beaucoup. Et globalement de plutôt bonne qualité. Donc c'est pas encore le niveau Java ou Node, mais c'est un écosystème en expansion. Et finalement, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Donc là. Ouais. Niveau allocation dynamique de mémoire, globalement, on a du ARC et du RefCount. Donc, des trucs assez standards. Voilà. Ok, c'est bon. Ben, merci à tous.